OK. Donc, avant de vous présenter Denis Delage, je vais vous dire quelques mots un peu de contexte sur, sur ce cours et l'évolution un peu des séances. Bon, vous savez tous qu'on on a prévu une douzaine de séances et qu'à chaque semaine, on espère avoir un minimum de cohérence entre les conférenciers, mais parfois ça va être à travers 3 ou 4 séances que vous allez voir les thèmes qui évoluent. Quand on avait travaillé sur le premier plan de cours il y a plusieurs années, on s'est dit qu'il faut nécessairement commencer par une réflexion historique et nécessairement par une réflexion qui nous permet de voir un peu les dynamiques entre les Autochtones et les autres personnes qui sont arrivées ici en Amérique du Nord à travers les siècles. Et ce n'est pas, je précise, ce n'est pas pour essayer de situer les Autochtones dans le passé, ce qui est toujours un danger chez nous, les Occidentaux. Au contraire, vous allez voir cette semaine avec mes 2 présentations que nous allons couvrir plusieurs périodes historiques en allant jusqu'au plus contemporain. Et vous allez voir aussi que ça serait faux de penser ou de reproduire cette idée que les Autochtones sont un simple produit du passé ou qu'ils appartiennent au passé. Ceci dit, c'est extrêmement important, autant pour nous, les Allochtones, que pour les Autochtones, de rétablir certains faits d'histoire. Et si on essaie de faire ce retour historique avec une approche ou un regard interculturel, mais ça doit ressembler à quoi? Premièrement, vous savez, comme on a déjà discuté dans les premières séances, dans l'imaginaire populaire et même dans le discours de beaucoup de discours politiques au Québec, il y a une très forte tendance à réduire l'interculturel à l'immigration. Cette idée que l'interculturel, c'est le problème des immigrants, cette idée que les immigrants comprennent mieux l'interculturel parce qu'ils sont immigrants, cette idée que l'interculturel, en fait, ne concerne que les personnes qui sont récemment arrivées au Québec ou au Canada. Pour nous, au Labri, c'est vraiment une fausse impression et c'est une fausse idée qu'il faut, défaire, il faut critiquer. Et ça se voit de façon très, très claire avec la situation quand on parle des communautés autochtones. Pourquoi? Parce que les Autochtones, les communautés autochtones en général et les personnes autochtones ont beaucoup de, je dirais, préoccupations à être associées avec les immigrants. Je pense que c'est pour des raisons évidentes. C'est parce que de leur point de vue, même les colons français et plus tard les Anglais et tous les gens qui sont venus après ne sont que des immigrants. Ce sont des gens qui ont fait un parcours migratoire qui les a amenés sur un territoire qui était déjà occupé par des êtres humains. Et donc, cette idée que vous voyez tout de suite le problème, cette idée que l'interculturel, c'est la chose des immigrants uniquement, mais ça nous empêche souvent, en interculturel, de parler des relations avec les Autochtones par peur de les associer avec la situation des immigrants. Et alors, c'est un problème qui revient souvent. Dans le cadre des recherches qui ont été faites par nos collègues à l'Institut interculturel de Montréal, c'était un sujet de très forte préoccupation pour montrer qu'avant de commencer à parler de toutes les autres formes de relations interculturelles, mais d'abord, il faut s'occuper de ces premières périodes de contact entre les gens qui étaient déjà ici sur le sol nord-américain et des gens qui sont venus de l'Europe. Ça, c'est sans aborder les dynamiques entre les communautés elles-mêmes, et c'est un sujet qu'on peut aborder aussi. Mais j'ai demandé donc à notre collègue Denis Delage de venir nous parler de ce sujet du contact entre autochtones et allochtones avec un regard historique, parce que c'est, lui, de mon point de vue, le chercheur qui a le plus fait pour faire avancer cette réflexion-là. Il est une sommité dans le domaine. Je voulais donc vous le présenter avant qu'il commence à nous
parler un peu de ses recherches récentes. Donc, professeur Delage est sociologue de formation, mais aussi historien. Et donc, il a commencé sa carrière au département de sociologie à l'Université Laval en 1981. Et il a fait 25 ans de carrière dans cette université-là. Il a travaillé beaucoup sur les méthodes de recherche, travail d'enquête en sociologie, mais aussi beaucoup sur l'histoire des Amérindiens. Je pense que dans ses publications, j'ai lu sur son site web qu'il a publié quelque chose dans l'ordre de 39 livres, ce qui est inconcevable pour nous, la plupart des chercheurs de nos jours. Et il a été, Denis, tu vas me corriger, mais il a été rédacteur aussi de la revue Recherche amérindienne, dont je n'ai pas les années, mais je sais que ça, Denis, tu peux me corriger si j'ai tort. Là. En 85, il va publier un livre qui s'appelle Le pays renversé, qui est devenu classique sur l'histoire des relations entre Autochtones et Européens. Et il a formé, je pense, il a supervisé une trentaine ou une quarantaine de thèses de doctorat dans le domaine. Il participe à notre école d'été maintenant depuis plusieurs années. On est très content que Denis, que tu sois avec nous. Je n'ai pas trouvé la citation de la dernière publication ou la plus récente, mais je sais que récemment, il y avait une publication de livre ensemble avec Jean-Philippe Warren. Et je ne sais pas si tu as prévu parler beaucoup de ce livre-là, mais c'est un livre qui a attiré beaucoup d'attention. Et dans les années précédentes, ici, dans le cadre du cours, vous êtes venus à deux. Maintenant, tu as toute la plage à toi seul. Comme j'ai expliqué, on prévoit 40 à 45 minutes de présentation. Donc, d'abord, je voulais dire merci d'être là et puis vérifier bien au niveau du son et de l'image. Moi, ça va, je vais te fermer ma fenêtre. OK, parfait. Très bien. Merci d'être avec nous. Alors, le micro est à toi. Alors, c'est un plaisir. Merci, merci Bob, merci Anthony, merci à vous tous d'être là. Je ne sais pas si je vais arriver à boucler en 45 minutes, mais enfin, allons-y. Et allons-y puisque, en fait, on peut dire que l'interculturel, effectivement, ce n'est pas l'immigration récente. C'est notre propre immigration pour ce qui est des descendants des colons. Et qu'à cet égard, notre histoire ne commence pas en 1608 ou en 1500 que sais-je ou en 1600 que sais-je. Notre histoire, si nous faisons l'histoire de tous les habitants du territoire et non seulement les seuls descendants des colons arrivés avec l'expansion européenne. Donc, notre histoire, c'est 24 000 ans au Canada. 24 000 ans pour les Amériques. Les premiers arrivants de Sibérie, c'est il y a 24 000 ans. Au Québec, traces archéologiques de présence autochtone, il y a 12 000 ans. Au Canada, 15 000 ans. À l'arrivée des Européens, les Amériques étaient peuplées. Alors, au Canada, au moins un demi-million, peut-être 1 million d'habitants. Aux États-Unis, 8 à 10 millions. Au Mexique, facilement 20 millions. Mexico, Tenochtitlan était probablement une ville aussi grande et aussi importante que Rome. Il y a bien sûr les Aztèques au Pérou, vous en ajoutez encore 10 millions. Bref, un continent qui est connu et qui a été découvert il y a 24 000 ans, mais qui n'a pas été découvert récemment. Je dis ça, mine de rien, parce que il y a une femme Inuit qui me disait récemment que quand elle était à l'école secondaire, le professeur a dit Jacques Cartier a découvert le Canada, puis elle a levé la main puis en disant mais il ne peut pas l'avoir découvert, nous étions là. Alors, petite insolente, dehors, il envoie voir le principal qui fait venir les parents. Et donc, ça fait une histoire et elle est réintégrée à l'école dans la mesure où
elle accepte de ne plus jamais poser de questions et elle dit c'est de ce jour que je suis devenue militante. Alors, donc, c'est pas banal, c'est pas rien. Si nous parlons de notre histoire, nous parlons de nous tous, les autochtones inclus. Savoir ce qui s'est... Il faut faire l'histoire de tous, puis il faut avoir en tête aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, au bout du terme, au bout de tant de siècles, les sociétés autochtones soient défaites, déconstruites, avec des taux de suicide hallucinants, de pauvreté, l'espérance de vie, enfin, selon tous les critères comparatifs, les Autochtones sont toujours les derniers. Les Autochtones, même évidemment, heureusement, il y a des communautés autochtones qui fonctionnent mieux. Parlons des Kanawake ou parlons des Wendat ou Hurons de Lorette. Mais dans le nord, chez les Inuits, dans l'Ouest canadien, généralement, ça va plutôt mal. Puis évidemment, chez nous au Québec, en Abitibi. Alors, notre histoire, c'est l'histoire de la dépossession territoriale et identitaire. Il y a 4-5 siècles, les Autochtones étaient possesseurs de tout le territoire et maintenant, ils en ont zéro. Et ils en ont zéro parce que le territoire des réserves ne leur appartient pas. Ils peuvent avoir leur maison, mais ils ne sont pas propriétaires du sol en dessous, puisque notre histoire, c'est celle de la dépossession territoriale des Autochtones et de la dépossession aussi identitaire, puisque contrairement à vous tous, à moi qui ai des Indiens parmi vous, contrairement à vous tous qui êtes définis par la loi du sol, c'est-à-dire que vous avez la nationalité du pays où vous êtes né, vos enfants, peu importe avec qui vous vous mariez sur la planète, dans la mesure où vos enfants naissent ici, ils sont citoyens canadiens, comme ils le seraient en Italie ou comme ils le seraient en France, mais les Indiens n'ont pas. Ils ne sont indiens que selon la manière dont leurs parents, grands-parents se sont mariés. Auparavant, on excluait systématiquement la filiation des femmes. Maintenant, on l'a intégré, mais ça demeure toujours la règle du sang. Donc, au fond, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils avaient tout le sol, ils n'en ont plus du tout. Et ils ne sont même pas définis par le sol, ils sont définis par le taux de sang, en somme, comme des animaux de race. Et si on retourne au malentendu du départ, quand Jacques Cartier prend possession du Canada, ce que vous avez déjà lu dans les anciens manuels d'histoire, à tout le moins, à Gaspé, Donnacona, qui est le chef iroquoien qui vient probablement de la région de Québec, Donnacona, une fois que Cartier a pris possession du territoire, parce qu'il y avait un notaire qui a enregistré ce qu'on faisait, et donc un rituel de prise de possession en vertu du droit européen international de l'époque. On peut prendre la terre des sauvages, on peut prendre la terre des païens. Donc Donnacona fait de grands signes, et Cartier lui dit, j'ai cru comprendre, même si évidemment il n'y a pas d'interprète, j'ai cru comprendre qu'il me signifiait que cette terre était à lui. Et je lui fais signe que je n'avais pas pris possession de son territoire, que ce n'était qu'une balise pour mes navires. Alors donc, le malentendu, il existe dans les tout premiers gestes. Maintenant, pourquoi et comment expliquer la domination européenne, puisque les Européens ont fini par s'installer en Amérique et ont fini par marginaliser les Autochtones? Il y a une supériorité militaire européenne, les canons, la poudre à canon, une supériorité maritime aussi, donc les navires qui permettent de circuler. Et il y a un deuxième facteur qu'on peut facilement comprendre puisque nous sommes en période de pandémie, ce sont les grandes pandémies. D'ailleurs, quand on parle des pandémies, on dit qu'il est arrivé la peste en Europe à tel endroit ou à tel endroit, mais on ne parle jamais de ce qui est arrivé dans les Amériques, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans les îles du Pacifique, où les populations autochtones ont été décimées dans un phénomène
qu'on pourrait qualifier d'objectifs qui ne résultent pas de la méchanceté des humains, mais de l'unification des univers microbiens. Les Européens comme les Africains et comme les Chinois vivant dans le même univers microbien, de la proximité avec les très nombreux animaux d'élevage, dans des conditions de salubrité absolument misérables. Et les Autochtones des Amériques, de Nouvelle-Zélande, d'Australie et des îles du Pacifique, n'étant pas des éleveurs, ou l'étant peu, on a les Autochtones ici avaient le chien. En Amérique du Sud, on a le lama et l'alpaga. Ailleurs, on peut avoir des petits cochons, mais on vivait dans des conditions de salubrité bien meilleures et surtout, on n'était pas exposé aux maladies qui venaient des animaux. Et la proximité, on a vu récemment là, une grippe qui était associée au poulet de Hong Kong. On se demande si la pandémie actuelle n'est pas associée à des animaux rares qui sont en voie de disparition. Mais ce que l'on sait, c'est que les Européens, les Africains et les Asiatiques ont été exposés pendant des millénaires à des maladies. Il y a eu sélection naturelle des plus résistants, si bien que quand la variole arrive ici et qu'elle frappe, elle tue un Européen, un descendant de colons, un Européen sur 10, mais un Indien sur 2. Et donc, en fait, les épidémies jouent jusqu'au 19e siècle, mais elles ont un caractère littéralement terrifiant dans les années 1630-1660. Alors, donc, c'est un facteur majeur et c'est ce qui explique que les Européens soient devenus majoritaires en Amérique, en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais qu'ils ne sont pas devenus majoritaires en Inde, en Chine ou en Afrique. La colonisation n'a pas été plus douce par là-bas, mais les populations ne se sont pas écroulées à cause de l'unification microbienne du monde. Autre facteur qui joue dans l'imposition de l'Europe en Amérique, on pourrait dire que c'est la tradition grecque et la Renaissance qui a pris une distance par rapport au mythe et qui est une tradition d'objectivation de la nature et d'analyse des rapports sociaux et des rapports physiques, de mesure de la circonférence de la Terre, la distance, toute la connaissance qu'on avait de l'astronomie, et donc une capacité d'objectiver davantage. Je ne dis pas que les Européens sont plus intelligents, je dis qu'ils sont davantage dégagés du mythe et qu'ils ont une capacité de manipulation des autres cultures qui est plus grande, à quoi on pourrait rajouter en même temps un processus de distinction de grandes sphères d'activité. C'est-à-dire que chez les sociétés autochtones, ce qui est religieux est en même temps économique, est en même temps politique. Tout est uni dans le même univers spirituel ou mythique, alors qu'il y a une logique capitaliste qui se distingue dans la logique économique, qui se distingue du politique, qui se distingue du religieux, ce qui assure une capacité de manipuler les autres cultures de manière plus efficace et ce qui permet aussi de fonctionner à l'intérieur de la logique, par exemple, de profit, de l'accumulation du capital, même si ça ne correspond pas aux univers, aux contraintes ou aux croyances religieuses. Si on arrive à la Nouvelle-France, évidemment, c'est un rapport colonial. C'est une volonté d'appropriation, il y a bien des prises de possession, c'est une volonté de subordination des nations autochtones au roi de France, mais c'est associé à une volonté d'intégration des peuples qu'on voudrait dominer, mais sans qu'il y ait une politique d'élimination physique et sans qu'il y ait refoulement. Alors, il s'agit de soumettre les Indiens au roi, mais les Indiens peuvent garder leurs coutumes, peuvent garder leur langue, comme en France, les Bretons, les Alsaciens peuvent garder leurs coutumes, peuvent garder leur langue. Évidemment, on veut transformer le sauvage, on veut
on va en faire un catholique, on va en faire un sujet, mais on peut tolérer la différence culturelle, la différence ou la différence ethnique. Contrairement aux colonies britanniques, qui à la même époque, au XVIIe siècle, sont des sociétés qui vont refouler le sauvage, puisque c'est des sociétés qui se fondent avec les puritains en particulier, avec le projet d'un contrat social. On va signer un contrat avant de débarquer. On va constituer une communauté et on va refouler le sauvage, alors que en Nouvelle-France, il y a plutôt une stratégie d'alliance et de métissage. Champlain dit « Nos fils marieront vos filles et donc nous ne ferons qu'un seul peuple ». Évidemment, dans sa tête, nos fils marieront vos filles, donc vos filles vont se soumettre au patriarcat. Et puis en même temps, dans les conceptions de l'époque, la génétique masculine l'emporte sur la féminine et donc il va en résulter des petits Français. Ajoutons des facteurs conjoncturels qui expliquent la différence avec les colonies britanniques. Il y a une faible immigration, donc on ne refoule pas l'Indien. On a besoin des Indiens à la traite des pelleteries, puis comme les colonies britanniques réussissent mieux que les colonies françaises et qu'elles sont plus puissantes, on a besoin de l'appui militaire des Autochtones. S'ajoutent des facteurs structurels. Les Français n'ont pas la propriété privée du sol. La propriété privée est exclusive. Quand on a un territoire, on met une clôture et on refoule l'autre. Dans la mesure où c'est un système seigneurial, il y a une superposition de droits, ceux du roi pour les chênes, ceux du curé pour la dîme, ceux du seigneur, à la limite ceux des glaneurs. Ici, on pourra bien dire ceux des sauvages pour chasser sur les terres des colons ou pour pêcher sur les terres des colons. Et puis, en France, il y a une tradition puisque c'est l'Ancien Régime, une tradition de coexistence des langues et des ethnies. Évidemment, je ne suis pas en train de vanter le génie colonial français. Ça n'a rien à voir avec le génie colonial. Les Français, dans le sud de la Louisiane, où il y a des populations autochtones très denses, vont les refouler. Et les Britanniques, qui sont à la baie d'Hudson, dans la traite des pelleteries, vont se comporter à peu près comme les Français à Québec. Alors, donc, rien à voir avec le génie colonial, mais des sociétés de type différents dans des contextes différents. Quand on fait l'histoire, il faut prendre toutes les sources. Alors, évidemment, on travaille avec les sources européennes principalement, et bien sûr avec l'archéologie, mais évidemment les sources européennes elles sont construites dans la perspective des Européens. Il faut faire appel à la tradition orale et Sylvie Vincent, qui malheureusement est décédée récemment, a travaillé avec des vieux Inuits dans les années 90, donc il y a une trentaine d'années, pour les faire parler de l'arrivée des Français au XVIIe siècle. Et la tradition orale de l'arrivée des Français existe toujours. Et ces vieux Inuits parlent non pas de Québec, mais de Wipishtikwiyao, qui est le nom Innu de Québec. Ils parlent de l'arrivée des grands bateaux de bois. Ils parlent de l'arrivée des hommes à chapeau. Les hommes à chapeau, ce qui les surprenait beaucoup parce qu'ils avaient plutôt une hure ou avec des cheveux dressés sur la tête ou des plumes pour être en contact avec le cosmos, mais des gens qui portent un chapeau, en somme, dans leur perception, pour écraser leur tête et couper le lien avec le cosmos, ça les surprend beaucoup. Et ce qui les surprend beaucoup, c'est que les Français arrivés à Québec sont mis à construire des clôtures, donc en somme des territoires dont ils s'approprient et dont sont refoulés les Inuits. Donc il faut aller chercher la parole Innu ou la parole de toutes les nations.
ça vaut partout, c'est-à-dire il y a il faut aller chercher le regard de la tradition et le regard contemporain des Autochtones sur l'histoire et sur notre société. Rapidement, vous savez, des sociétés de nomades, c'était dans nos manuels scolaires récents, et des sédentaires, comme dans toutes les sociétés, deux interdits fondamentaux, l'inceste et le cannibalisme, sans quoi il n'y a pas de société possible. Les Inuits, si on prend au Québec, sur un très vaste territoire, ils sont 4 à 6 000, sont des sociétés fondées sur la parenté, sont des sociétés qui sont intermariées sur de grandes distances. Les Inuits à Tadoussac qui avaient le monopole de la traite avec les pêcheurs et les baleiniers, ben, ils circulent de Tadoussac jusqu'à la baie James. Ils vont probablement dans les Grands Lacs, ou en tout cas, ils ont une grande foire qui est au lac Nicabo actuel, au nord de Chibougamau, qui est à la rencontre des bassins versants de la baie James, baie d'Hudson, du Saint-Maurice, du lac Saint-Jean et de l'Outaouais, du lac Saint-Jean-Saguenay. Alors, donc, ils ont des réseaux de commerce sur de grandes distances, et quand les Français cherchent à les tasser, cherchent à prendre leur place, qu'ils ont réussi à faire, ben, ils vont aller négocier avec les Néerlandais à Albany, New York, et ils vont se rendre jusque du côté de la Virginie pour créer des alliances, pour essayer d'échapper au contrôle que les Français veulent établir. Donc, une résistance à l'imposition coloniale française qui voulait les remplacer pour le contrôle de la traite des pelleteries. Globalement, des sociétés où n'existe pas la subordination, c'est-à-dire, je ne veux pas présenter les sociétés autochtones comme étant un paradis, mais ce ne sont pas, il y a des sociétés très hiérarchisées au sud, mais les sociétés du nord sont des sociétés du don et du contre-don, des sociétés du consensus, des sociétés où le pouvoir des chefs est lié à leur capacité non pas de s'imposer, mais de susciter la cohésion et l'adhésion, des sociétés en alliance avec les animaux. Dans la perspective française, les sauvages vivent dans une liberté associée au chaos, au désarroi, au désordre, sont des peuples du vide, sans feu, ni foi, ni loi, sans salut. Il faut leur imposer le joug de la foi et le joug du royaume pour les amener vers la civilisation. Mais en même temps, dans le discours colonial français, on insiste sur leur générosité, sur le caractère égalitaire de leur société, sur le fait qu'ils sont d'excellents guerriers, qui sont, entre guillemets, des bons sauvages. Il n'y a donc pas un projet d'éradication de l'autre. Les Français et les Indiens se considèrent comme des frères jusque vers les années 1660-1680. Mais avec les épidémies, ils sont fortement affaiblis et ils acceptent que le gouverneur soit leur père. Les Français pensent que ça veut dire que désormais les Indiens vont obéir au gouverneur et au roi. En fait, pas du tout, parce que la métaphore de parenté des Indiens vient du système iroquoien de parenté, où les pères sont des pourvoyeurs et des protecteurs, mais n'ont aucune autorité et aucun intérêt pour la filiation génétique, et où c'est l'oncle maternel qui a le pouvoir. Donc, quand les Indiens disent au roi, tu seras, au gouverneur, tu es notre père, ils disent, tu es notre pourvoyeur. Ils disent dans le système de parenté français, tu es notre oncle. Dans leur système de parenté, ils disent, tu es notre père, mais en fait, celui qui compte, c'est l'oncle dans notre système à nous, et tu es notre pourvoyeur et notre protecteur. Et les Indiens s'opposent à la géopolitique française. Ils sont furieux quand les Français
celle de l'Acadie aux Anglais. Ils sont furieux parce qu'ils savent que les Anglais sont nombreux et qui prennent le territoire et qui refoulent. Et donc, ils vont poursuivre la guerre jusqu'à ce qu'ils soient défaits par les troupes britanniques. Et en fait, les défaites militaires autochtones, elles sont liées évidemment à l'infériorité de leur équipement, de leur matériel militaire, mais essentiellement aux épidémies. La Nouvelle-France est source d'un dialogue et d'un regard sur soi. Les Autochtones, les colons sont toujours surpris de voir la proximité des Autochtones avec les animaux, de voir que dans leur mythe, les animaux s'intermarient avec les humains et ont un rôle central dans la création du monde. Ils observent que ce sont des sociétés égalitaires et à partir de ça se développe une critique sociale de la monarchie française et du système français, c'est-à-dire pourquoi la hiérarchie. Les jésuites voient bien l'entraide et croient y retrouver les débuts du christianisme, donc des communautés qui se tiennent les unes les autres. Les marchands ont de la difficulté à comprendre la logique des Indiens qui disent si toi, marchand, ton entrepôt est plein de marchandises et que tu ne chasses pas, ben, tu n'as qu'à nous les donner, puis nous allons te nourrir et te donner tout ce dont tu auras besoin. Et alors, évidemment, le marchand ne peut pas faire ça, ce n'est pas dans sa propre logique. Alors, il va devoir compenser en offrant des présents avant le négoce proprement dit. Donc, en somme, s'ajuster entre la tradition autochtone d'échange et de libre circulation des biens et sa propre quête de profit. Donc, néanmoins, une proximité. Le Père Lejeune a des passages extraordinaires. On voit naître l'anthropologie, où il reconnaît le relativisme culturel. Il dit leur manière de faire et les nôtres, tout se vaut, évidemment, sauf ce qui concerne la foi, mais tout se vaut. Le Père Lafitteau est un fondateur de l'anthropologie, c'est à Kanawake, en face de Montréal. Et Lahontan est un noble, il vient d'une famille noble ruinée, et il est celui qui a le regard le plus critique sur sa propre société, en s'inspirant de l'envers de sa société, c'est-à-dire les sociétés autochtones, et il insiste, entre autres choses, sur la liberté sexuelle et sur les bardaches. Avec le régime britannique, les choses ne changent pas au tout départ. Avec la victoire britannique, les Indiens disent aux Britanniques, vous avez battu les Français, mais vous ne nous avez pas battus, et ils défendent leur territoire, c'est-à-dire un immense territoire, la vallée de l'Ohio, les Grands Lacs, le Mississippi. Ils empêchent les navires britanniques de remonter le Mississippi, là. Donc c'est pas une escarmouche, là. Et donc ils vont résister jusqu'en 1765-66. Les Britanniques, quand ils vont conclure des traités, les reçoivent comme alliés et sujets. Les Canadiens ont été reçus comme des sujets seulement. Eux sont reçus comme des alliés. Et pour mettre fin à la guerre, parce que les Britanniques, la monarchie britannique n'a pas le moyen de poursuivre une guerre pendant une autre décennie, l'autorité coloniale britannique va proclamer une loi qu'on appelle la Proclamation royale, qui est fondamentale pour comprendre le statut légal des Autochtones. Alors, la Proclamation royale crée 3 types de propriétés. La propriété privée dans les colonies britanniques, la propriété seigneuriale dans la province of Quebec et la propriété collective dans cet immense espace qui va de la hauteur des Appalaches au Mississippi. L'ouest du Mississippi est espagnol par les traités, et en gros de la Louisiane jusqu'au Labrador. Et on dit c'est un territoire indien. Et donc pour donner des garanties aux Indiens, comme quoi on ne va pas les conquérir, mais qu'on pourra acheter leur terre quand ils voudront la vendre. C'est
c'est ce qui a permis au CRI de la baie James, quand le premier ministre Bourassa a voulu créer les barrages de la baie James, d'aller se présenter chez monsieur le juge et de dire il y a une vieille loi qui n'a jamais été révoquée, qui a toujours cours, qui dit qu'on ne peut pas prendre la terre des sauvages sans qu'il y ait un traité et sans qu'il y ait compensation. Alors, donc, un document fondamental pour comprendre que il y a une reconnaissance de la propriété autochtone, mais qui est vue comme devant être effacée, comme devant être réduite, mais contre compensation, au fur et à mesure que les sauvages vont se civiliser et accepter de céder leur territoire. Mais les Britanniques introduisent deux éléments. La propriété privée, ils vont acheter des territoires le long de la rivière Niagara qui deviennent propriété privée, et ils vont, plutôt que les Français qui ne voulaient que personne ne parle au nom des autres, au nom de la monarchie absolue, ils vont introduire l'indirect rule et ils vont négocier avec l'Iroquoisie qui, elle, négociera et elle entretiendra des relations avec l'ensemble des autres nations. En gros, la politique britannique, au-delà de ces deux éléments importants néanmoins, la politique britannique reprend celle des Français de l'alliance nécessaire avec les Indiens à cause de la Révolution américaine, puis à cause de la guerre de 1812-1815. Mais ça bascule en 1815. Il n'y a plus de... la traite de pelleterie prend moins d'importance derrière la construction navale et le bois. Alors, donc, l'économie se développe autour de la coupe forestière et du bois pour la navigation. Il y a une immigration très importante qui arrive des colonies britanniques et qui est dirigée principalement en Ontario. Les Indiens continuent d'être décimés au fur et à mesure de l'arrivée des colons. Je vais sauter un grand bout pour dire que au moment de la Confédération canadienne, tout le territoire de l'Ontario a été cédé, ou presque, et que de 1871 à 1921, il y a 11 traités numérotés. En fait, les Indiens n'ont pas le choix que de céder, l'armée est à côté, et s'ils ne signent pas, ils sont expropriés ou ils sont refoulés. Alors, il y a 11 traités numérotés, donc 1, 2, 3 jusqu'à 11, là, entre 1871 et 1921, par lesquels tout le territoire du Manitoba, la Saskatchewan, de l'Alberta, l'est de la Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest, tout le bassin du Mackenzie, est cédé par les Indiens au gouvernement fédéral, qui, là, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait des sauvages maintenant qu'ils n'ont plus de territoire et que les colons ont pris leur place? Qu'est-ce qu'on fait parce qu'ils causent problème? Ils n'ont pas la propriété privée, ils n'ont pas l'unité patriarcale de la production familiale, ils n'ont pas le travail salarié et ils confondent l'univers spirituel et matériel. Et en gros, on constate que les sauvages refusent de se plier à la civilisation, à la hiérarchie, à la propriété. Alors, il y a deux solutions qui sont envisagées au 19e siècle. La solution, je caricature là, mais dans l'ensemble, la solution américaine ou états-unienne est celle du génocide. The only good Indian is a dead Indian. Alors, donc, on va procéder à l'élimination physique de l'autre. La politique canadienne est plutôt celle de l'ethnocide ou du génocide culturel. Il y a des éléments de génocide au Canada aussi, à Terre-Neuve et dans l'Ouest au moment de la révolte de Riel. Mais au Canada, le mot d'ordre, c'est « Save the Indian, kill the man », c'est-à-dire ne tuons pas ces gens, mais éradiquons tout ce qu'il y a de mauditement sauvage en eux. Alors, donc, les Indiens sont considérés comme étant des mineurs, ils représentent le passé.
un Indien instruit, encore dans les années 50, un Indien instruit devenait automatiquement un blanc, puisqu'il n'était pas un sauvage, puisqu'il était instruit. Il y a 3 commissions d'enquête que je ne vais pas vous résumer, mais 3 grandes commissions d'enquête, Darling en 1828, Bagot en 1844, Penfather en 1858, qui visent à trouver une solution, entre guillemets, au problème indien. Ça conduit à la loi sur les Indiens de 1876, qui n'a pas été changée jusque dans les années 50, puis même tardivement dans les années 70. Alors, la loi sur les Indiens au Canada en 1876 enlève aux Indiens le droit de vote, puisque ce sont des enfants, ce sont des mineurs. Ils n'ont pas le droit de circuler, on ne laisse pas partir les enfants loin de la maison. En les empêchant de circuler en dehors de la réserve, on vient de créer les conditions de l'inceste. C'est-à-dire que leur tradition est celle de mariage sur de grandes distances entre les communautés. Et pour que, quand on circule sur de très grandes distances, on se retrouve toujours dans la parenté. Dans la mesure où ils n'ont plus l'occasion et la possibilité de sortir, ils sont repliés et ils sont refermés sur eux, et donc on engendre les conditions de l'inceste. Interdiction de toute assemblée politique traditionnelle, interdiction des pratiques religieuses traditionnelles. Puisqu'ils ne peuvent pas être définis par le sol, ils sont définis par le sang, c'est-à-dire la manière dont leurs parents et grands-parents se sont mariés. Et dans la loi canadienne jusqu'en 1985, le statut d'Indien ne se transmet que par les hommes, non pas par les femmes, auquel cas elles le perdent. La loi subordonne les femmes indiennes aux hommes, et les Indiens n'ont pas droit à des poursuites judiciaires, puisqu'un pupille ne peut pas poursuivre son tuteur. Donc, sont réunies toutes les conditions de l'implosion sociale. J'en ai pas parlé, mais depuis le 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, une politique d'assimilation par les pensionnats, c'est-à-dire qu'il faut retirer les parents, les enfants aux parents pour que les parents ne transmettent pas leur identité et leur retard culturel à leurs enfants. Cette loi, elle s'est généralisée en 1956, quand un député au gouvernement canadien a dit au Parlement, comment se fait-il qu'il y a encore des jeunes Canadiens qui ne sont pas scolarisés? Alors, évidemment, ça correspondait aux années 50, c'est-à-dire aux années où on s'intéresse aux mines dans le Nord, où on a trouvé des possibilités de développement économique ou d'utilisation des fins économiques de l'épinette noire. Il y a aussi la guerre froide, ça prend des stations de radar dans le Nord. Et donc, en 1956, partout où les pensionnats n'étaient pas, ne drainaient pas les enfants, donc toute la Basse-Côte-Nord et tout le nord du Canada, les enfants indiens sont amenés par avion ou par bateau. Alors à Equanijit ou Mingan, en 1956, le bateau arrive et on ramasse les enfants. Et le chef actuel disait il y a quelques années, j'étais dans le bateau et j'ai vu ma mère à 4 pattes qui ramassait des graines rouges et qui braillait. J'ai compris que c'était grave. Et alors, donc, les bateaux ramènent les enfants ou les avions, et les gens, la communauté ne retourne pas dans le bois, ne retourne plus sur les territoires traditionnels parce que la vie n'a plus de sens, il n'y a plus d'enfants. On se construit des cabanes, on vit avec les ressources du Golfe. On ne peut pas pêcher dans la rivière à saumon, ils sont réservés aux millionnaires américains. Et qui étaient leurs ressources traditionnelles. Et évidemment, c'est les Inuits qui iraient pêcher le saumon se font arrêter. Il y a même eu un Inuit qui était tué. Et donc, on amène les enfants et l'idée, c'est de casser la transmission. Évidemment, en cassant la transmission, on la casse en même temps au sens large, c'est-à-dire que non seulement les parents ne transmettent pas la culture, mais ne transmettent pas l'art d'être parents. Et donc, les enfants n'auront pas appris à être des parents.
les Indiens n'obtiennent le droit de vote au Canada qu'en 1960, au Québec en 1969. Et en 1969, le premier ministre Trudeau et le ministre des Affaires indiennes, Jean Chrétien, veulent faire passer un livre blanc qui abolirait le ministère des Affaires indiennes et qui abolirait tout statut particulier des Autochtones ou légalement des Indiens pour en faire des citoyens canadiens, ce que les Indiens refusent. Le gouvernement canadien le fait au nom d'un héritage colonial en disant c'est honteux, nous sommes tous Canadiens, we're all Canadian, et il n'y a pas de raison qu'il y ait un statut particulier. Les Indiens vont répondre avec Harold Cardinal par le livre rouge en disant les réserves, le statut actuel, nous savons en quoi c'est colonial, nous savons en quoi c'est insupportable, mais c'est la seule reconnaissance que nous avons de notre caractère national, de notre identité nationale. Au moins, à travers tous ces malheurs, il y a une reconnaissance que nous ne sommes pas des colons ou des descendants des colons, que nous ne sommes pas des Blancs, que nous sommes des Indiens, que nous sommes des Inuits, que nous sommes ou de telle ou telle nation. Et les Indiens vont gagner à partir de 1973 plusieurs batailles devant la Cour suprême. Je parlais du jugement Malouf pour les cris de la baie James, mais il y a Calder avec les Nisga'a en Colombie-Britannique où la Cour reconnaît qu'il y a des documents anciens, il y a des traités anciens qui reconnaissent des droits aux Indiens comme Indiens et droits qui n'ont pas été abrogés. Et donc qui ont toujours cours, même si c'était oublié. Et les Indiens vont faire dans les 20 années qui suivent, puis à vrai dire encore maintenant, des gains devant la Cour suprême qui regarde les traités anciens et qui oblige le Canada et les provinces à reculer. En 1982, le premier ministre Trudeau était contre la reconnaissance d'un statut particulier pour les Indiens, en disant que c'était seulement une manière de garder un vieux monde. Il trouve scandaleux que les Indiens jouent du tambour et fassent une prière avant une assemblée publique, en disant c'est comme si les Canadiens français faisaient venir un prêtre puis qu'on disait la messe. Donc on mêle le religieux et le politique. Et il est contre toute reconnaissance spécifique, toute reconnaissance nationale spécifique pour les Indiens, mais ses conseillers lui disent impossible avec les derniers jugements de la Cour suprême, vous êtes obligé de les reconnaître. Et donc, à l'article 35, il reconnaît un statut particulier pour les Autochtones. Alors voilà ce que j'avions à vous dire. Donc, évidemment, l'interculturel, ça concerne les Autochtones. Puis j'ajouterai que les immigrants le voient bien plus vite que les Québécois et les Canadiens. Parce que, comment dire, les descendants des colons sont dans cette bulle et les immigrants le voient vite. Et ils ont bien raison. Il y a vraiment beaucoup de matière pour discussion pour après la pause. Je vais commencer par deux propos. Donc, l'idée que à travers cette histoire-là, c'est impossible de ne pas faire des constats ou des analyses interculturelles. En fait, c'est une série de rencontres et des contacts malheureux et des fois moins malheureux. Et deuxième, cette idée que les immigrants voient des choses que les groupes majoritaires ne voient pas. Un très bon départ pour notre série de conférences. Donc, Denis, ce qu'on fait habituellement, c'est, en fait, merci pour ton excellent timing. Il est 2h03 minutes. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on prend une petite pause là, à 2h, de 10 à 15 minutes.
Et puis, comme un peu dans un format un peu classique de séminaire, mais on ouvre la discussion pour des commentaires. Est-ce que ça te va? Impeccable. Parfait. Donc, tout le monde, on se revoit dans 15 minutes. Il est 2h05. Disons, à 2h20, on reprend. C'est beau. Excellent. Alors, je touche à rien. Je descends 5 minutes, puis je reviens. C'est parfait. On va garder le bois sur le mur en arrière. C'est beau. Ciao.